faisais du tricycle boulevard Saint-Germain dans la galerie de mon grand-père, entre les commodes Louis XV et les consoles en bois doré Louis XIV. L'idée de départ, c'est d'abord la collection, et ma propre collection personnelle, qui est une collection très éclectique. Une espèce de cabinet d'amateurs qui va du début du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, en observant les grands collectionneurs qu'ont été des gens comme les Rothschild ou les David Veil ou les Kravis aux États-Unis, ou les Mellon ou les Getty, ce sont des gens qui ont toujours mélangé, qui ont toujours tout collectionné. Et la collection telle qu'on l'entend aujourd'hui, où on remplit des cases, des toutes petites cases, avec des dessins français entre 1748, le 22 avril à 14 h et 5 jours plus tard, n'a jamais présenté le moindre intérêt. Et en fait, c'est une question de curiosité, c'est une question d'intérêt visuel et esthétique, plus qu'intellectuel d'ailleurs. Je dois reconnaître que je suis plus tourné vers l'aspect esthétique des choses, confortable même. Et c'est ça qui a présidé au démarrage du pavillon. Et c'est pour ça que les premiers pavillons sont les pavillons des antiquaires et des beaux-arts, qui petit à petit se sont rétrécis sur un pavillon des arts et du design de 1862, chaise numéro 14 de Tenay, à aujourd'hui. À cause de leur goût et de leur esprit. C'est un héritage culturel. On ne peut pas être chinois, russe ou indonésien et posséder ce goût et cet esprit. On est obligé de l'acquérir. Les Italiens, parfois, certains Européens, mais les Français en particulier, ont ce goût, cet esprit, ce raffinement que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ce n'est pas moi qui me suis montré infidèle, ce sont plutôt les marchands d'anciens, et en particulier de haute époque et de mobilier français du XVIIIe, qui, à un certain moment, il y a une dizaine d'années, ont un peu senti le poids médiatique, esthétique et culturel qui pesait sur eux au travers du design ou du mobilier moderne, tout simplement. Et en fait, on est tributaire d'une espèce de changement de vie où la plupart des gens ne vivent plus qu'avec un grand canapé très confortable, une table basse et un écran plat. Et évidemment un ordinateur et le téléphone portable qui va avec. Et il y a un problème de culture, il y a un problème de connaissance aujourd'hui. Les gens ne font plus les différences, même de jeunes marchands de mobilier 20e, ne font plus les différences entre un siège Louis XV et un siège Louis XVI. Toute cette culture-là a disparu. On entend dans certains dîners, les gens se poser la question de savoir si Bruegel, qu'ils ont entendu à l'autre bout de la table, ne serait pas une race de chien ou ce genre de choses. Mais c'est en même temps très amusant et en même temps effrayant. Il y a 5 ans, on se dirige vers Londres, où les 2 premières années, c'est un salon exclusivement design, avec les grandes galeries internationales de design, qui ne sont pas très nombreuses, parce que le design, on l'oublie souvent, ça n'est pas 50 galeries dans le monde. Je parle de 50 galeries sérieuses, évidemment. Je ne parle même pas des plus grandes, je parle simplement de galeries sérieuses. Même de jeunes marchands sont de très bons marchands de design. Mais le mot design est utilisé aujourd'hui à toutes les sauces et pour tout, hein, et même dans les restaurants, d'ailleurs. Alors qu'il y a 15 ans, nous avons été le premier salon au monde, mais vraiment au monde, à accueillir des galeries de design. Ça n'existait pas, on oublie cela complètement, mais le design pour les Français par exemple, c'était Mireille d'Arc et le mobilier gonflable en plastique. C'était ça qu'ils appelaient le design. Alors qu'en fait le design c'est toute la production industrielle, c'est en fait la naissance de la production industrielle à la fin du 19e siècle pour le mobilier, son utilisation, son développement, sa création. Nos exposants sont toujours plus ou moins 50% de la nationalité du pays dans lequel nous exposons.
ça permet de créer un équilibre, ça permet de créer une attraction pour les collectionneurs locaux vers les salons. Mais Paris est différent de Londres, pour une raison très simple, c'est que Londres est aujourd'hui la capitale du monde devant Hong Kong, et que nombre de très grandes fortunes, et donc évidemment de très grands collectionneurs, sont installés à Londres. Paris est une capitale plus provinciale à la taille du monde aujourd'hui, mais c'est une capitale de passionnés, de grands collectionneurs, de grands amateurs, de grands connaisseurs, et donc qui courent au pavillon des arts et du design tous les ans aux Tuileries. Bien sûr, il suffit de lire la presse internationale, le Wall Street Journal, le Herald Tribune ou le Financial Times, pour se rendre compte qu'à chaque fois que l'on parle de nos salons, on parle d'abord d'un goût français, d'un goût européen, de quelque chose d'un peu particulier, d'une esthétique, d'un esprit différent. Puis aujourd'hui, c'était vrai il y a encore 15 ou 20 ans, les Américains avaient un pouvoir, une puissance absolument colossale. Tout ça s'est rééquilibré, et peut-être à l'avantage des Européens. Et vraiment, les Européens ont conquis leur lettre de noblesse en tant que collectionneurs. Il suffit de voir ce qui se passe dans les grands musées européens aujourd'hui. Il y a vraiment une puissance colossale qui se dégage des collections qui sont données à ces musées-là. On est vraiment devenu plus important que les États-Unis. L'Allemagne est d'abord un marché exclusivement contemporain aujourd'hui, et c'est vrai que les collectionneurs allemands sont très puissants, ou de langue allemande d'ailleurs, parce que les Autrichiens, les Suisses allemands, le Luxembourg, et on peut passer chez les Flamands, enfin, ces peuples du Nord sont devenus extrêmement importants et puissants pour l'art contemporain. Mais il y a un élément déterminant, c'est que la communauté juive, tous ces grands collectionneurs ont disparu, et cette puissance qu'avait le marché de l'art qui était liée à cette présence, parce qu'il ne faut pas le nier, il y a vraiment la communauté juive dans le monde entier est une communauté de collectionneurs, de gens érudits. Du coup, l'Allemagne est devenue, pour les arts décoratifs, mais aussi pour la peinture ancienne et toutes ces spécialités-là, un marché très faible, inexistant. Alors en revanche, les musées allemands sont des musées puissants. Ça ne remplace pas un marché. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une salle des ventes allemande puissante ?